des révisions ou des activités de révision qui permettent d'accompagner les apprenants sur le chemin, évidemment, du bac. Vous n'êtes pas sans savoir que le bac se fera dans normalement 96 heures ou 72 heures, ce qui nous permet aujourd'hui de revenir sur quelques points importants qui permettront aux candidats, évidemment, d'éclaircir un peu leur compréhension. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, nous venons donc pour répondre à quelques préoccupations de certains élèves qui vont poser des questions donc, dans le cadre de la philosophie, dans le cadre évidemment de la définition de la philosophie ou bien du domaine 2 ou bien du domaine 3. Donc, comprenez par là que nous sommes sur le chemin du bac et que c'est pour moi aujourd'hui un plaisir d'être là. J'aurais dû commencer par la présentation. C'est Adignan, je suis professeur de philosophie au lycée de Sinthiang Koundara à Kolda, dans le département de Vélingara. Voilà, donc comme je le disais tantôt, on a ici avec nous quelques élèves, quelques candidats qui vont évidemment soulever quelques préoccupations sur lesquelles nous essaierons évidemment d'apporter quelques réponses, quelques éléments de réponse pour essayer en quelque sorte d'élargir leur compréhension. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole aux apprenants qui sont là et qui vont évidemment se présenter et dire voilà quelles sont leurs préoccupations, et à partir de là on va essayer de dérouler ensemble la réflexion. Nous saluons évidemment ceux-là qui nous suivent en direct et leur souhaitons évidemment la bienvenue. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais donner la parole à qui? Hein? Ouais, Hyacinthe, voilà, Djemé, voilà, qui va essayer en quelque sorte de dire, se présenter et de donner ses préoccupations sur lesquelles on va rebondir pour en quelque sorte essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur. Moi je me nomme Hyacinthe Djemé. J'étudie dans le lycée Samsudine Aïdara ici à Vélingara. Donc, moi ma question concernera le domaine 1, qui est la réflexion philosophique. Ok, ma question sera la suivante. Philosopher est renoncer au savoir là où tout le monde croit savoir. Voilà, vous avez posé une question qui est fondamentale dans la réflexion philosophique. Philosopher, vous avez dit, est-ce renoncer au savoir là où tout le monde croit savoir? Voilà. C'est une question qui met l'accent sur le rapport entre la philosophie et le savoir. Vous savez, ce rapport entre la philosophie et le savoir est évidemment le point de départ même de la réflexion philosophique. Parce que quand on définit la philosophie, si surtout on se base sur l'étymologie du mot, on va dire philéin, amour, un désir, et l'autre mot sera sophia, qui veut dire la sagesse. Donc, ce qui veut dire que du point de vue étymologique, on peut dire que la philosophie peut renvoyer à quoi? À l'amour du savoir. Vous savez très bien, quand on parle d'amour, l'amour exprime évidemment un désir, un manque, cela veut dire l'absence de quelque chose. Donc l'amoureux, il est dans ce qu'on appelle une sorte de pauvreté, montrant évidemment l'absence évidemment du savoir, et que cet état de pauvreté maintenant le plonge dans un état d'inquiétude. Pourquoi? Parce que évidemment il n'est pas en quelque sorte dans la tranquillité, parce qu'il n'a pas évidemment quelque chose qu'il aurait aimé avoir. Et donc ce manque-là va le pousser à aller donc ce qu'on appelle vers le savoir. C'est pourquoi on dira que la philosophie est un amour, est un désir du savoir. Alors, donc le philosophe est quelqu'un qui tend vers le savoir, il tend vers la sagesse. Je pense que c'est dans cette perspective-là d'ailleurs que le texte de Platon est très important. Ce texte-là, évidemment, du banquet, où Platon revient sur la question de qui est philosophe en réalité. Qui est philosophe?
Et cette question-là, dans le texte, on voit le dialogue entre Socrate et Diotima, où on dit évidemment que les ignorants ne philosophent pas. Voilà, les ignorants ne philosophent pas, mais aussi les dieux ne philosophent pas. Pourquoi? Parce que le Dieu incarne la sagesse en tant que telle. La divinité, évidemment, est le symbole même du savoir, parce que Dieu, il est sage, il sait. Or, celui qui sait ne cherche pas. L'autre point, c'est de dire qu'évidemment, l'ignorant aussi ne philosophe pas. Pourquoi l'ignorant ne philosophe pas? Parce que l'ignorant croit savoir. Il est dans l'illusion de la connaissance. Et quand on est dans l'illusion de la connaissance, déjà cette illusion constitue pour nous un obstacle, ce qu'on appelle d'ailleurs, par ailleurs, un obstacle épistémologique, c'est-à-dire une sorte de barrière qui en quelque sorte constitue des limites pour l'esprit qui veut aller vers la connaissance. Parce que dès qu'on est dans la croyance de savoir déjà présent, évidemment, on ne va pas vers la connaissance. Donc, les deux extrémités, c'est l'ignorant et, on dirait évidemment, les dieux. Qui philosophe alors? C'est celui qui serait évidemment entre les deux. Il est au milieu. Pourquoi il est au milieu? Parce qu'il a quelque chose de ce que l'ignorant a, mais il a quelque chose aussi de ce que Dieu a. Ça veut dire quoi? Il a quelque chose de ce que Dieu a, cela veut dire qu'il sait. Il a un savoir. Mais son savoir n'est pas évidemment un savoir qui l'empêcherait d'aller vers la connaissance. Qu'est-ce qu'il sait? On dit qu'il sait qu'il ne sait pas. Puisqu'il sait qu'il ne sait pas, ça veut dire donc qu'il sait déjà quelque chose. Et savoir qu'on ne sait pas nous ouvre vraiment les perspectives de la recherche ou de la connaissance. Il a quelque chose de l'ignorant parce qu'il ne connaît pas tout. Donc lui aussi il est un ignorant. Mais c'est un ignorant qui est conscient de son ignorance. Cela veut dire donc que le philosophe serait différent de l'ignorant, parce que l'autre ignorant dont on a parlé tout à l'heure, c'est celui-là évidemment qui est dans la conviction de la connaissance, dans la certitude de son savoir, même s'il ne sait pas. Le philosophe, il n'est pas dans la conviction, dans la certitude, il n'est pas dans la foi, il est plutôt évidemment dans le doute. Il sait qu'il ne sait pas, et ce doute-là même lui permet donc d'aller vers la connaissance. Donc c'est ça, c'est pourquoi on dit que le philosophe est quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance. Il n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, qui sait. Donc si vous posez la question en disant que, évidemment, que le philosophe, est-ce que philosopher, c'est renoncer au savoir, là où tout le monde croit savoir, effectivement, parce que le philosophe, pour qu'il puisse en quelque sorte aller vers le savoir, il doit au préalable même renoncer au savoir qu'il sait. Il doit faire vœu de pauvreté en termes de connaissance. Parce que tant qu'il ne fait pas vœu de pauvreté en termes de connaissance, il ne peut pas aller chercher le savoir. Donc, renoncer, c'est quoi? Renoncer, c'est prendre la décision, évidemment, de soumettre à l'esprit critique tout le savoir que nous avons acquis jusque-là, toute l'éducation que nous avons eu à recevoir jusque-là. Pourquoi? Parce que cette éducation, ce savoir-là, peuvent constituer évidemment des obstacles pour aller vers la connaissance. C'est tout le sens d'ailleurs de cette expression de Socrate quand il dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cela veut dire quoi? Tout ce que je sais, il y a déjà l'idée d'un savoir qui est là, c'est que je ne sais rien, il y a la volonté de renoncer à ce savoir-là pour repartir évidemment sur le chemin de la connaissance. Et je pense bien que c'est la même attitude qu'a eu à faire le philosophe français Descartes. Descartes, quand vous lisez le discours de la méthode, vous avez évidemment cette idée-là qui revient quand il parle en quelque sorte du monde des livres, là où il a reçu des connaissances, là où il a acquis évidemment des savoirs à l'école, ce savoir évidemment scolaire, hein, où il a eu des maîtres qui lui ont transmis des connaissances. Ensuite, il y a eu évidemment le livre du monde avec les voyages où il a acquis évidemment un savoir. Mais Descartes, lui-même, quand il a pris conscience évidemment qu'il y a eu beaucoup de savoir, il y a eu une connaissance qu'il a eu à recevoir, mais qui n'était pas évidemment sous le contrôle de la raison. Lui-même, il a décidé à un moment donné de remettre tout en question, de s'arrêter et de questionner tout. Parce que pour lui, à un moment donné, rien n'était
évident. C'est pourquoi il a dit, dans ce qu'on appelle il a posé des règles qui lui permettent maintenant de repartir à zéro pour aller vers la quête de la connaissance. Et la première règle, on le sait, c'est la règle de l'évidence. Quand il dit évidemment, je n'accepterai rien pour vrai que je ne la connaisse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne rien comprendre en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement et que je n'eusse aucune occasion de remettre en doute. Quand il a pris conscience que tout le savoir qu'il avait reçu avant de faire la philosophie, avant évidemment d'utiliser cette rationalité philosophique, parce que Descartes, on dit qu'il est très rationnel, c'est pourquoi quand on dit quelqu'un qui est cartésien, on veut parler par là cet esprit de raison, cet esprit de méthode. Descartes, à un moment donné, a arrêté évidemment, a remis en question tout ce savoir-là et il a maintenant repris avec une méthode bien rigoureuse pour vraiment accéder à la vérité. Et pour cela, il avait posé la première règle qu'on appelle la règle de l'évidence. Or, si le philosophe est celui-là qui, en quelque sorte, prend la décision de renoncer au savoir qu'il a reçu, prend la décision évidemment de faire ce qu'on appelle une déconstruction, de démolir les savoirs établis, reçus par la société, reçus évidemment par, si vous voulez, la religion, reçus, si vous voulez, par, en quelque sorte, l'école, quel que soit le savoir, même le savoir qu'on peut recevoir par nous-mêmes, parce que les facultés sensibles aussi, ce sont des moyens de connaissance, parce que même dans cette perspective-là, Descartes dit qu'il ne faut pas avoir, évidemment, confiance aux sens, parce que les sens peuvent nous tromper. Donc, tous les savoirs qui sont acquis par les sens, par, évidemment, l'éducation, la culture, tout cela, il faut les remettre en question, renoncer à cela pour, en quelque sorte, aller vers la connaissance. Cet acte, maintenant, le fait de remettre en cause, demande, évidemment, une audace, demande, en quelque sorte, le fait d'être un rebelle. C'est se rebeller parce que c'est avoir une attitude qui est une attitude particulière. Parce que nous vivons dans une société où tout le monde, évidemment, accepte et est soumis au savoir et accepte. Il y a une autorité qui est là dans le domaine de la connaissance, qui vient de la religion, qui vient de nos parents, qui vient de la société, qu'on ne doit pas remettre en question. Or, le philosophe vient remettre tout en question. C'est pourquoi la conséquence est qu'il sera quelqu'un qui est isolé, marginalisé. Pourquoi? Parce que son attitude est une attitude, évidemment, qui est une attitude de déviance. C'est pourquoi il subit ce qu'on appelle une marginalisation. Donc, là où le philosophe, lui, il développe une activité rationnelle, remettant en question les savoirs, là où le philosophe est libre dans sa façon de penser et de réfléchir, les autres, comme vous avez dit, qui croient, renoncent, eux, à utiliser leur raison. Le philosophe, lui, il décide d'utiliser la raison, les autres renoncent à utiliser leur raison. Pourquoi? Parce que eux, évidemment, ils sont dans la soumission, ils sont dans les croyances. Tel que qui? Tel que l'homme de l'opinion. L'opinion. Vous vous rappelez évidemment de cet homme-là qui, en quelque sorte, pour qui tout est évident. Pour qui, évidemment, voilà, il ne faut pas remettre en question, pour qui il faut accepter, évidemment, les savoirs, pour qui l'autorité du savoir est entre les mains de la société, pour qui c'est la religion qui dicte nos actes. Donc celui-là, il est soumis, et quand il est soumis, il, évidemment, ne réclame pas une liberté de penser, encore une rationalité. Et encore une fois, sur ce point, vous pouvez déjà essayer de faire une différence entre le philosophe et le non-philosophe quand vous retournez chez Platon dans la République 7, où il nous parle de cette allégorie de la caverne, où il peint ici deux types d'hommes, ceux-là qui sont assis et qui, en quelque sorte, sont dans la caverne et qui regardent la réalité à travers les reflets, les ombres, les images, les sens, et pour qui, évidemment, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, c'est ça la vérité. Depuis qu'ils sont enfants, ils n'ont jamais eu l'occasion, évidemment, de tourner la tête et de dire non. Or, le philosophe est qui? Celui-là qui a pu, évidemment, briser les chaînes, se détacher, se libérer, pour évidemment mettre en avant une réflexion personnelle et libre et d'aller vers la quête de la vérité.
cette sortie de la caverne vers le monde intelligible qui est le monde de la connaissance, le monde du savoir, est appelée, si vous voulez, une sorte de dialectique ascendante consistant à quitter la caverne et aller vers le savoir. La caverne représentant les préjugés, les opinions, les images, les ombres qui n'ont pas de fondement rationnel, et la philosophie représentant quoi? L'exercice de la raison, l'esprit critique, le doute. Donc, qui est philosophe et qui n'est pas philosophe? Celui qui n'est pas philosophe, c'est l'homme, évidemment, de la caverne. Qui est philosophe? C'est celui qui est libre, évidemment, capable de développer une pensée qui est rationnelle et qui lui est propre. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que oui, effectivement, le philosophe, lui, il renonce à croire là où les autres, en quelque sorte, décident de croire et d'accepter. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Niang. Je me présente, c'est Amadou Tidiane Diallo. Nous allons passer à notre deuxième question, qui cette fois-ci va tourner sur le domaine 2, plus précisément sur la nature. La question serait de savoir, la culture fait-elle de l'homme un animal différent des autres? Merci beaucoup, Amadou Tidiane. Votre question, évidemment, nous permet déjà de revenir ou de rebondir sur un point du programme qu'on appelle évidemment le domaine 2, la vie sociale, où vous parlez du rapport entre la culture et l'homme et les autres. Autrement dit, la façon dont vous avez reformulé la question, c'est: la culture fait-elle de l'homme un être différent des autres? Alors, c'est comme si que c'est la culture qui donne à l'homme une identité, lui permettant évidemment d'être quelqu'un de particulier par rapport aux autres. Si vous posez cette question de cette façon, on sous-entend par là donc que l'homme aurait une identité avec les autres et que cette identité ne serait différente que si la culture vient s'ajouter à cet homme-là pour qu'il se distingue des autres. Alors on parlera d'abord en premier lieu de quelle identité l'homme quelle est l'identité qui pourrait rapprocher l'homme aux autres, par exemple aux animaux. Ça veut dire quoi? Que l'homme est avant tout un animal. Il est un animal parce qu'évidemment, il est un être, si vous voulez, qui naît, qui grandit, qui meurt. Il est un être, évidemment, qui a des besoins qui sont naturels et nécessaires. Il est un être, évidemment, qui est défini par ce qu'on appelle un patrimoine génétique ou, si vous voulez, l'hérédité biologique. Donc, tout cela fait partie de son animalité. Il est un être défini par des passions et que ces passions sont un ensemble de sentiments, un ensemble d'émotions qui souvent, évidemment, peuvent se manifester à travers son comportement, montrant encore ici son animalité. Cela veut dire quoi? Il peut tout de suite, évidemment, avoir un désir sexuel, il peut tout de suite, évidemment, être en colère, et il peut être donc un être impulsif, défini donc par un ensemble d'éléments qui relèvent de ce qu'on appelle de l'inné. Donc l'homme est avant tout un animal, en ce sens qu'il partage avec les animaux cette richesse naturelle-là que lui a donné la nature ou Dieu. Donc il naît avec un patrimoine génétique, il naît avec des passions, il naît avec des pulsions. Alors en ce sens-là, il est un animal. Mais qu'est-ce qui fait évidemment qu'il serait différent des animaux? C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la culture. Si par exemple la nature donne à l'homme une identité, il faudra comprendre que cette identité, elle n'est pas une identité qui est définitive, contrairement à l'animal. L'animal, comme je le dis, il naît complet, il naît achevé. Dès qu'il naît, il a évidemment reçu tout ce dont il avait besoin pour son développement. Voilà, pour son développement. Donc cela veut dire quoi? L'animal n'est parfait alors que l'homme n'est imparfait. La meilleure illustration à donner sur ce point, c'est évidemment ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Dans le mythe de Prométhée, évidemment, on se rappelle que Prométhée et Épiméthée avaient été désignés par les dieux pour donner aux créatures tout ce dont ils avaient besoin. Alors, dans ce sens-là, ils avaient donné à l'animal tout ce dont ils avaient besoin. Les animaux, donc, avaient tout pour se défendre,
pour se nourrir. Ils avaient les armes nécessaires qui leur permettraient pour se protéger du froid. Ils avaient donc des peaux qui leur permettraient de se protéger. Or, l'homme, lui, ils ont oublié l'homme. Et en oubliant l'homme, évidemment, l'homme devient vulnérable. Il devient vulnérable en ce sens, évidemment, que ce que les animaux ont en naissant, l'homme ne l'a pas. Alors, c'est en ce sens-là qu'on a dit qu'Épiméthée est parti voler le feu aux dieux et donnant ça à l'humain. Et le feu représentant ici quoi? L'intelligence, représentant la raison. Et c'est à partir, évidemment, de cette intelligence et de cette raison que l'homme, évidemment, va se compléter, va se redéfinir. Et donc, cette intelligence et cette raison devient donc l'outil par lequel l'homme se cultive, l'outil par lequel l'homme essaye de se parfaire. Donc, si les animaux naissent parfaits, l'homme naît imparfait. Si les animaux naissent achevés, l'homme naît autant pour moi inachevé. Donc, quelle est la nature de l'homme? La nature de l'homme, d'ailleurs, serait de ne pas avoir de nature. La nature de l'homme serait d'être un être, évidemment, qui est capable de devenir, qui est en devenir. C'est un être capable d'être. Il n'est pas, mais il est à être. Cela veut dire que quoi? Il se construit et évidemment, il se définit au fur et à mesure, évidemment, qu'il avance. Donc, tout ce qu'il reçoit maintenant, après sa naissance, c'est ce qu'on appelle l'acquis. Et l'acquis, c'est quoi? C'est l'ensemble, évidemment, des idées, l'ensemble des émotions, l'ensemble des civilisations, l'ensemble des objets. C'est-à-dire tout ce que l'homme est arrivé à créer, les langues, tout cela qui s'ajoute à sa nature, qui fait évidemment de lui sa culture. Culture, donc, vient de cultura, qui veut dire cultiver la terre. L'idée, c'est ça. Cultiver la terre, c'est de trouver une terre qui est vierge et y ajouter quelque chose. On peut parler donc de culture ici, si évidemment nous pouvons, à partir de là, apprendre des langues, ça fait partie de la culture, créer des objets. L'homme est un homo faber, ne l'oubliez pas, c'est quelqu'un qui fabrique des outils qu'il utilise évidemment pour essayer soit de chasser ou de survivre ou bien même de se reconnaître. Même par exemple, il y a de ces outils qui sont religieux, qui ne sont, comme par exemple si nous prenons les masques en Afrique, qui ne sont rien d'autre que l'incarnation des esprits. Donc tout cela, tous les objets qui sont créés par l'homme et s'ajoutant évidemment à son identité, c'est ce qu'on appelle la culture. Donc les langues, on peut donner comme exemple l'habillement, son environnement, la façon dont il façonne son environnement et la façon dont il se façonne lui-même par le biais de l'éducation, par exemple, l'ensemble aussi des valeurs. On peut parler donc, c'est le savoir-faire et le savoir-être qui définit son identité. Et c'est cette culture qui le distingue des animaux. Pourquoi? Parce que lui, évidemment, il naît, mais c'est un animal qui apprend évidemment à devenir. Et il apprend à travers sa langue. Par exemple, on peut dire que la culture façonne l'individu. La culture transforme l'individu. Et donc, si l'individu, il arrive et il naît dans un milieu et qu'il trouve une culture qui est là, la culture du milieu, évidemment, pourrait en quelque sorte permettre à façonner l'être, à faire cet être-là devenir un autre être. Donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est quoi? C'est que si l'animal, lui, il est né achevé, défini, l'homme, lui, il est indéfini, il est ouvert. Il est ouvert pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'y a pas une nature humaine qui définirait de façon définitive son identité. Pourquoi? Parce que l'homme, il est né libre. Et c'est cette liberté qui fait évidemment que ce qu'il deviendra va aussi impliquer, n'est-ce pas, son choix. Donc, si je donne l'exemple, je dis souvent à mes élèves, un chat, il naît chat, il reste chat, il va mourir chat. Un chien, naît chien, reste chien et il va mourir chien. Mais un homme, il peut naître évidemment avec une identité, mais par exemple, je veux dire que toi, tu peux naître dans un milieu peul, on te dit que tu es peul, mais tu peux façonner ton identité peul pour devenir évidemment quelqu'un d'autre. Cela veut dire que l'homme est capable de s'adapter au milieu et de se redéfinir. Par exemple, vous ne verrez jamais un chien
devenir un chat, ni le chat avoir le comportement du chien. Mais l'humain, il peut épouser évidemment une culture, une civilisation, évidemment, et après élargir cette culture et cette civilisation en s'adaptant à d'autres cultures et à d'autres civilisations. C'est ce qui fait de lui, évidemment, qu'il est un être particulier, capable en quelque sorte de s'adapter et de s'ouvrir et de se redéfinir. Maintenant, il y a évidemment, il se perfectionne au fur et à mesure qu'il avance. Il y a maintenant cette problématique qui est là. Est-ce que maintenant, ce qui fait la culture qu'il a, est-ce que c'est le milieu qui façonne cette culture-là et évidemment qui donne ça directement à l'humain et fait que l'homme est cet être de culture-là, comme le dirait par exemple Lucien Malson. On comprend par là évidemment que c'est le milieu, c'est l'environnement en quelque sorte qui façonne l'individu, qui fait de l'individu, il est ce qu'il est. Ou bien est-ce que ce que l'environnement donne à l'humain, il a lui-même la possibilité et le choix, soit de le prendre ou de ne pas le prendre. Est-ce que donc l'identité de l'humain dépend même du milieu ou bien dépend de lui-même? Est-ce que l'homme n'est pas ce qu'il se fait et non ce que le milieu fait de lui? Comme le dirait évidemment Jean-Paul Sartre, en disant évidemment que l'homme est par essence un être libre et qu'il se définit évidemment selon sa propre volonté, selon ses propres choix. L'environnement peut, par exemple, en quelque sorte proposer une identité, peut te proposer une civilisation, et que l'humain, en tant qu'un être libre qui a la capacité de choisir, peut faire de cette culture-là quelque chose d'autre, évidemment, qu'il aime. Il a donc le choix, soit évidemment de redéfinir cette culture selon sa propre volonté ou bien selon son entendement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous pouvez avoir, par exemple, des jumeaux qui sont nés, qui ont une ressemblance et qui ont reçu une même éducation de leurs parents, mais qui ont deux comportements différents. Cela montre donc que les deux, étant nés évidemment de mêmes parents, recevant la même éducation, sont différents. Pourquoi sont différents? Parce que chacun d'entre eux a su évidemment fonder son caractère, a su fonder son identité selon ses propres choix. Donc il y a certes un patrimoine génétique qui définit l'humain. Il y a, oui, le milieu qui peut définir évidemment l'environnement. Mais aussi, il y a quoi? Il y a le choix et la liberté de l'individu. C'est pourquoi il est difficile de comprendre l'homme ou de définir l'homme de façon évidemment complexe. Mais comprenez que l'humain est un être, contrairement aux autres, qui est capable évidemment de devenir et qui est capable de dire non à ce que l'animal n'est pas capable de dire non. L'animal n'a pas la possibilité, par exemple, de changer son comportement. L'animal est obligé, évidemment, de se soumettre à ses besoins naturels. Il agit selon, évidemment, l'instinct. C'est l'instinct qui le définit et ce n'est pas lui, évidemment, qui va dire à l'instinct que non. Il ne peut pas dire non. Or, l'humain est capable de dire non. Il est capable, évidemment, de dire non d'abord au patrimoine génétique qu'il a reçu. Il est capable de dire non à ses passions, à ses désirs et à ses pulsions. Et aussi, il est capable de dire non à ce que la société, évidemment, lui propose. Comme que c'est un être qui est libre. N'oubliez pas que cette idée a très bien été illustrée par ce fameux texte, évidemment, de Georges Bataille. Georges Bataille, il dit que l'homme est un animal rebelle. Est un animal rebelle. C'est un animal, il est rebelle. Pourquoi il est rebelle? Parce que c'est un être capable, évidemment, de dire non. Dire non à quoi? Dire non d'abord à ses besoins naturels. Dire non d'abord, évidemment, à ses pulsions. Il a un désir, il peut avoir un désir sexuel, mais que ce désir sexuel ne soit pas, évidemment, au-dessus de lui et le dicte. C'est à lui, évidemment, de dire non à ce désir et à essayer, évidemment, de satisfaire ce désir autrement. Si on a un animal, il va laisser libre cours à ses besoins, par exemple. Un animal, quand il a des besoins naturels, il les fait n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mais l'homme, lui, il se discipline. Il cherche évidemment une civilisation, une éducation, pour essayer de voir comment il va, en quelque sorte, réaliser ces désirs qui sont en lui. Donc, c'est un animal, on dit, qui est rebelle. Parce qu'il dit non d'abord à sa nature, par le biais de l'éducation. En s'éduquant, il transforme évidemment ses besoins. En s'éduquant, évidemment, il discipline et il civilise son comportement par le biais de l'éducation. Mais c'est un animal aussi qui dit non. Pourquoi? Parce qu'il naît, il grandit dans un environnement hostile et naturel. Et cet environnement, il le transforme en quoi? En une civilisation.
on voit que les premiers hommes vivaient par exemple dans des grottes, dans la forêt, mais aujourd'hui, la civilisation actuelle nous montre évidemment que l'homme, il est passé d'un être sauvage, dans une vie sauvage, à un être civilisé, dans une vie civilisée. Nous habitons maintenant dans des villes, nous habitons maintenant évidemment dans des environnements où tout ce que l'on voit n'est rien d'autre que la production et l'œuvre de l'humain. Or, l'homme, quand il naît, il ne trouve rien, mais il façonne son milieu, il transforme son milieu. Donc, voici ce que l'on peut dire par rapport à cette question de l'homme. Merci beaucoup, monsieur Ouya. Bonjour à tous. Je me nomme au nom de Amadou Kandé, élève du terminal du lycée Sansirine Aïdara de Vélingara. Ma question va porter sur la diversité culturelle. Serait-elle un frein à l'humanisation de l'homme? Merci beaucoup, Kandé, pour votre question. Vous mettez l'accent sur presque la même question que Tijane, mais ici, qui est plus orientée vers la diversité culturelle. L'idée de la diversité culturelle montre d'abord l'existence d'une pluralité de cultures. Et qui dit pluralité de culture dit pluralité d'identité. Et qui dit pluralité d'identité dit pluralité de manière de faire, pluralité de façon de voir le monde différent, pluralité évidemment de langue, pluralité même de savoir. Aujourd'hui, évidemment, on a tendance à dire évidemment que les sociétés sont des sociétés qui sont différentes. Différentes pourquoi? Parce que dans ces sociétés, il y a des manières d'être, il y a des manières de faire, il y a des manières de vivre, il y a même des métiers qu'on dit qui sont propres à une société. Et or, si nous vivons dans des sociétés différentes, par conséquent, nous avons reçu de cultures qui sont différentes, d'un milieu à un autre, d'un environnement à un autre. Est-ce que maintenant cette différence de culture, qui n'est rien d'autre qu'une différence de voir le monde, parce que chacun de nous a une façon de regarder et de comprendre le monde, est-ce que le fait qu'il y a cette diversité de vision et cette diversité évidemment culturelle, cela constitue un frein à l'humanisme ou à l'humanité? Est-ce que donc le fait que je sois différent de toi, que je parle une langue différente, que j'ai une vision différente, cela pour toi constitue en quelque sorte, est-ce que cela veut dire que je suis ton ennemi? Ceux qui sont différents de nous, sont-ils nos ennemis? Les sociétés ou les cultures qui ne sont pas, ou bien qui n'ont pas les mêmes critères ou qui ne sont pas les mêmes cultures que les nôtres, sont-elles des cultures qu'on doit bannir ou rejeter, ou devrions-nous les accepter? Voici donc la problématique que vous posez. Or, la diversité des cultures, autant pour moi, devrait être vue non pas comme étant un inconvénient, mais un avantage. Pourquoi un avantage? Parce que quand il y a diversité, cela veut dire qu'il y a des perspectives qui sont différentes. Ça veut dire qu'il y a des visions qui sont différentes. Ces visions qui sont différentes remettent en cause l'existence d'une pensée unique, d'une pensée dogmatique, d'une vision unique. Car voir la réalité ou le monde d'une seule façon constituerait évidemment une méconnaissance de la réalité, parce que la réalité, elle est complexe. Chaque société, donc, a un regard qui est un regard nouveau par rapport au regard d'une autre société sur la réalité. Le fait que je parle une langue et que tu parles une langue différente ne doit pas en quelque sorte causer une mésentente entre nous, mais doit m'inviter moi à m'ouvrir évidemment à ton monde, à m'ouvrir à ton univers, à m'ouvrir évidemment à ta langue pour enrichir et pour évidemment élargir ma façon de voir le monde. Cela veut dire donc que la diversité des cultures devrait être vue comme étant en quelque sorte un avantage, en ce sens que ça doit nous plonger vers l'ouverture et non vers le repli de soi. Parce que les replis identitaires sont dangereux. Pourquoi les replis identitaires sont dangereux? Les replis identitaires nous conduisent vers ce qu'on appelle les guerres, vers ce qu'on appelle évidemment les conflits, vers ce qu'on appelle l'ethnocentrisme ou l'héliocentrisme. Donc, la diversité devrait nous apprendre évidemment à nous connaître,
devrait nous apprendre évidemment à élargir nos pensées et devrait nous apprendre à évidemment nous, ce qu'on appelle, nous rassembler autour évidemment d'un seul objectif qui est celui-là de rendre l'humanité meilleure. Comme le dirait en quelque sorte, passez-moi l'auteur, comme le dirait Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit évidemment, quand tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Cela veut dire quoi? Que la diversité, loin d'être évidemment un obstacle à la richesse de l'humanité, constitue plutôt une richesse, car ça montre l'ouverture, et l'ouverture conduit à ce qu'on appelle l'échange, et l'échange conduit à l'enrichissement. Donc la diversité culturelle ne devrait pas être vue comme étant en quelque sorte un inconvénient, mais plutôt un avantage pour la richesse de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la différence ne veut pas dire évidemment un danger, mais la différence veut dire évidemment une richesse. D'ailleurs, c'est tout le sens de la mondialisation. Cette question, elle est très importante parce que nous sommes dans la mondialisation, avec le développement de la technologie et autres. Aujourd'hui, nous sommes là, mais aussi nous sommes avec beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre. Donc, le fait que nous soyons là, nous sommes aussi ailleurs. Donc, vous avez vu les outils, comment les outils nous ouvrent vers le monde. Donc, cette mondialisation n'est rien d'autre que l'échange d'idées, échange de personnes avec les voyages, mais aussi échange de culture, échange de langue. Aujourd'hui, nous apprenons l'anglais, nous apprenons l'espagnol, et ça nous permettra évidemment, une fois que nous voyageons, de nous ouvrir au monde, que nous ne trouvions pas d'obstacles pour intégrer d'autres sociétés. Que nous puissions évidemment non seulement avoir nos valeurs, et que les valeurs des autres aussi puissent évidemment nous permettre à nous enrichir. Donc comprenez que la diversité ne devrait pas être vue comme étant un inconvénient, mais plutôt un avantage. Toutefois, il y a une pensée, il y a d'autres évidemment qui voient en la diversité un obstacle. Et d'ailleurs, cela a toujours été, surtout quand nous revisitons un peu l'histoire ancienne. Si nous prenons par exemple la Grèce, chez les Grecs appelaient barbares tout individu qui était étranger à leur culture et à leur civilisation. Donc, considérant leur culture et leur civilisation comme étant l'instrument de mesure, et quiconque, évidemment, ne s'adapte pas à cet instrument de mesure était exclu. C'est ce qui a continué autant pour moi, jusqu'à ce que l'on parle de l'eurocentrisme, quand l'Europe s'est considérée autant au centre aussi de l'univers, et cela aussi pourrait constituer, si maintenant la diversité nous conduit vers l'enfermement, si la diversité nous conduit vers le repli de soi, dans ce sens-là, la diversité pourrait être considérée comme un danger. Mais si on voit en la diversité la richesse et l'ouverture, dans ce sens-là, la diversité pourrait être un avantage. Voilà ce que je voulais apporter par rapport à ça. Merci à vous, monsieur Niang. C'était très clair. Je me nomme Ousmane Balé, élève en terminale au lycée Chérif Samsidine Aïdara. Ma question est la suivante. Les lois créées par l'État sont-elles des contraintes ou permettent-elles aux hommes de vivre en sécurité? Voilà. La question que vous posez est une question qu'on peut aussi situer sur le domaine de la réflexion philosophique, parlant de l'État à travers évidemment ces lois. Est-ce que ces lois-là sont des obstacles à la manifestation de la liberté individuelle, ou bien est-ce que ces lois doivent être vues comme les garants de la liberté? Quand on parle de l'État, d'abord, c'est une organisation politique. Une organisation politique, c'est une machine, c'est un instrument qui permet évidemment de gérer une société dans laquelle évoluent des individus. Et ces individus ont évidemment des aspirations différentes, ont des besoins différents, mais malgré tout évoluent ensemble parce qu'ils ont choisi évidemment d'évoluer dans une société. Maintenant, chaque État, pour fonctionner, doit mettre sur pied des lois. Parce que quand il y a association d'individus, il faut qu'il y ait en quelque sorte quelque chose qui permet de faire régner l'ordre et la sécurité. Pour que la vie sociale soit possible, il faut qu'il y ait évidemment une sorte de réglementation de cette vie sociale-là. Et c'est en ce sens-là que les lois trouvent leur place en quelque sorte dans ce qu'on appelle l'État.
L'État donc devient cette autorité politique qui, en quelque sorte, met sur pied des lois, lesquelles lois, évidemment, ont pour finalité de quoi? De gérer et d'assurer la sécurité des individus. Donc, dans ce sens-là, l'objectif de l'État, ou bien l'objectif des lois que l'État met sur place, ce n'est rien d'autre que pour garantir la sécurité et la liberté des individus. Et si on veut comprendre cela, on doit essayer de comprendre quelles sont les origines de ces lois-là. Et pour répondre à ces questions, on pourrait emprunter évidemment aux théoriciens du contrat social leur hypothèse. Laquelle hypothèse, évidemment, met en avant ce qu'on appelle une situation où il y a eu un état de nature qu'on appelle état où il n'y avait pas encore de société, où tous les individus vivaient de façon libre, où évidemment il n'y avait pas de normes, où il n'y avait ni maître, ni police, ni rien. Mais le fait d'évoluer dans cet état de nature qui ne pouvait pas continuer parce qu'évidemment il y avait des menaces, parce que vivre dans un état où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, alors que nous savons qu'il y a une inégalité naturelle entre les individus du point de vue déjà physique, cela pourrait constituer évidemment comme étant un danger pour la vie évidemment de l'état de nature. Or, si nous prenons comme un théoricien comme Rousseau, il dit que cet état de nature évidemment, maintenant, pour quitter cet état de nature, il fallait évidemment passer à un autre état qu'on appelle l'état de société. Cet état de société, évidemment, maintenant, devient un état où les individus vont vivre ensemble, mais en faisant quoi? En respectant un pacte qui a été déjà, qui est un accord simultané entre tous les individus, acceptant de renoncer à leur liberté, à leurs besoins individuels pour vivre en communauté et en société. Mais pour que cela puisse être possible, il faut mettre sur pied des lois. Ce sont ces lois maintenant qui vont jouer le rôle de garant de cette sécurité et de cette liberté. Donc, quand l'État met sur pied des lois, l'objectif premier, c'est que ces lois puissent assurer, en quelque sorte, la sécurité, la liberté des individus. Par essence, donc, les lois d'une société n'ont pour but évidemment que pour assurer et garantir la liberté des individus. Et ces individus aussi doivent respecter et se soumettre à ces lois, car respecter et se soumettre à ces lois n'est rien d'autre que se respecter soi-même, parce qu'on a été d'accord dès le départ de vivre dans la société en respectant ces lois-là. C'est tout le sens évidemment de cette expression de Rousseau quand il dit évidemment quand il dit autant pour moi obéir aux lois, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite et liberté. Donc le rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité. Le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté à travers donc ces lois-là. Maintenant, la question elle est posée parce qu'en quelque sorte, on peut voir que les lois peuvent être mises sur pied pour garantir la sécurité et la liberté des individus. Mais si la loi, si et seulement si l'État évidemment utilise une loi, non pas pour l'intérêt du peuple, mais pour un intérêt particulier individuel, ou bien pour évidemment gérer des problèmes qui n'arrangent pas la société, dans ce sens-là, si l'État utilise la loi comme un instrument de domination, en ce sens-là, ces lois-là doivent être remises en question. Ces lois-là, en ce sens-là, ne garantissent pas évidemment la liberté des individus, car une loi qui garantit la liberté des individus doit être nécessairement une loi qui est juste. C'est pourquoi Saint-Augustin disait, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Donc le peuple doit se rebeller contre toutes les lois qui, évidemment, au lieu en quelque sorte de garantir la liberté et la sécurité des individus, constituent plutôt, si vous voulez, des obstacles. C'est d'ailleurs tout le sens, si vous voulez, de ces positions qu'on appelle évidemment des anarchistes. Les anarchistes, eux, ils sont contre, évidemment, ces sociétés où il y a des lois, parce que pour eux, l'homme, il est un être qui est né nécessairement libre. Et il doit continuer à vivre libre. Il ne doit pas y avoir de maître, il ne doit pas y avoir de police, il ne doit pas y avoir de Dieu, il ne doit pas y avoir de loi qui pourrait entraver la liberté individuelle. La liberté individuelle, elle est inaliénable. Inaliénable. La liberté individuelle est au-dessus de tout. Tant qu'on met sur pied des lois qui peuvent freiner en quelque sorte
une liberté individuelle. En ce sens-là, donc, si on parle de ce sens-là, les lois peuvent constituer comme étant des entraves ou des obstacles à la liberté. C'est pourquoi les anarchistes, à l'image de Bakounine, critiquent donc l'État, critiquent ces lois en disant évidemment que l'État est un immense cimetière où viennent évidemment s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle, montrant que l'État, à travers ces lois, est un danger, empêche évidemment la liberté des individus, parce qu'aussi il faut comprendre que si on utilise les lois pour évidemment dominer, si on utilise les lois pour violenter, dans ce sens-là, les lois de cet État-là ne doivent pas être des lois qu'on doit évidemment en quelque sorte accepter. Il n'y a de loi de l'État positive et avantageuse pour la société que si ces lois-là ont pour objectif évidemment d'accompagner, de garantir, de gérer les problèmes évidemment entre les individus et de faire régner l'ordre et la sécurité. Merci beaucoup. Monsieur, nous allons passer à l'épistémologie. Donc ma question sera la suivante. La science peut-elle satisfaire notre besoin de connaissance? Merci beaucoup. Vous avez posé une question qui est très pertinente, qui revient sur le rapport entre la connaissance et la science. La science peut-elle satisfaire évidemment notre désir de connaissance? C'est d'abord montrer que l'homme est un être qui désire savoir, comme on l'avait montré quand on définissait évidemment la philosophie, que philosopher, c'est aimer. Donc ce désir de savoir semble être en quelque sorte, d'une part, résolu par la science, parce que vous le savez, la science, en termes de résultats du point de vue de ses recherches, la science en termes de résultats du point de vue de ses découvertes, la science en termes de résultats du point de vue de ses avancées, dépasse de loin évidemment les autres formes de connaissance. Par exemple, si vous mesurez la portée évidemment du travail scientifique et celle du travail de l'historien ou du philosophe ou du sociologue, vous allez voir que la connaissance scientifique a plus d'impact en ce sens qu'évidemment qu'elle fournit plus d'informations et en termes de satisfaction de la connaissance, elle apporte plus en quelque sorte de résultats, elle apporte plus d'informations. C'est ce qui nous a poussé évidemment à quand même se dire, est-ce que donc la science arrive à satisfaire le désir de connaissance? On peut quand même dans un sens être satisfait du travail qui a été effectué par la science, de par ses découvertes, parce que nous savons que si aujourd'hui le monde est au niveau où nous sommes, c'est grâce à ce qu'on appelle la science, grâce à la science, grâce évidemment à la certitude de ses connaissances, grâce évidemment à l'efficacité de son savoir. Vous le savez, du point de vue de la médecine, du point de vue de la médecine déjà, il y a eu des avancées dans les recherches, dans les découvertes de vaccins, de médicaments qui ont permis quand même à, si vous voulez, diminuer la douleur humaine en termes de maladies. Il y a un recul considérable de beaucoup de maladies depuis les découvertes et les recherches évidemment scientifiques. Ça veut dire donc dans ce sens-là, si l'humain était dans des situations qui sont vulnérables, la science peut apporter une solution à ces préoccupations. Maintenant, on peut aussi parler du rapport entre la science et la technique, parce que là, quand on pose en termes de connaissance, c'est la science évidemment qui satisfait l'humain. La technique peut apporter à la science évidemment son pouvoir, parce que la science a sa connaissance et la technique peut apporter un pouvoir. Maintenant, le pouvoir scientifique permet de dominer le monde, de transformer le monde, de changer le monde grâce aux outils, grâce aux techniques, grâce à ces inventions qui aussi évidemment participent en quelque sorte à rendre le savoir scientifique comme étant un savoir qui est efficace. Donc, du point de vue de désir de connaissance, la science, à travers les mathématiques, à travers les sciences naturelles, à travers l'astronomie, à travers la médecine, à travers la biologie, a fait des avancées qui ont permis évidemment à l'homme de vivre maintenant dans une situation favorable dans le monde. Cela maintenant
doit-il nous conduire à dire que, puisque la science est arrivée évidemment à apporter des solutions, à satisfaire d'une part la curiosité de l'homme, à se connaître d'abord, grâce à la science, on peut se connaître, connaissant sa nature, connaissant évidemment notre corps, mais aussi à connaître notre environnement, le monde, la nature, quelles sont les lois évidemment qui font cette nature-là, comment agissent ces lois-là, tout cela c'est la science qui nous a permis aujourd'hui de connaître, de faire des études même sur la terre, sur l'agronomie, nous permettant de mieux connaître notre environnement. La science quand même, dans ce sens-là, a apporté, si vous voulez, une satisfaction considérable par rapport à la curiosité de l'homme. Maintenant, faudrait-il dire que la science, elle suffit pour satisfaire la curiosité humaine? Non, la curiosité de l'homme ne se limite pas seulement à la connaissance de la nature. Parce que l'objet de la science, c'est avant tout la nature et l'environnement. L'objet de la science, c'est l'homme. L'objet de la science, c'est évidemment une dimension naturelle, matérielle, évidemment, de l'homme pour comprendre l'homme. Mais la science ne prend pas en compte, évidemment, la dimension existentielle de l'homme. La science ne prend pas en compte la dimension morale de l'homme. La science ne prend pas en compte la dimension historique de l'homme. En ce sens-là, est-ce qu'on peut dire donc permettre à l'homme d'avoir des connaissances sur lui-même et sur la nature, connaître la nature de la nature, cela suffit pour dire que la science est arrivée à satisfaire l'homme? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres préoccupations, il y a une autre curiosité intellectuelle que la science ne peut pas satisfaire. Comme par exemple, la science ne peut pas quand même satisfaire les questions qui sont existentielles. C'est la question de l'essence humaine. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Pourquoi vivons-nous? Qui sont des questions, en tout cas, qui sont consubstantielles à l'homme. Cela veut dire des questions, évidemment, qu'on ne peut pas séparer de la vie humaine. L'homme est un être qui se pose des questions par essence. Pourquoi? Parce que c'est un être, évidemment, qui a besoin de savoir qui il est, a besoin, évidemment, de comprendre certaines réalités comme par exemple la mort, parce que ce sont des réalités évidemment qui sont là et qui sont présentes et qui méritent notre interrogation. Mais la science ne se préoccupe pas évidemment de ces questions-là. Pourquoi? Parce que la science, elle s'occupe des faits qui sont réels. Donc puisqu'elle s'occupe des faits qui sont réels, tous les faits qui sont entre guillemets irréels ou bien qui sont d'ordre métaphysique, qui sont d'ordre existentiel, ce sont des questions évidemment que la science ne pourrait pas résoudre. Pourtant l'humain, dans sa curiosité, il veut comprendre à la fois les faits, mais aussi il veut comprendre évidemment les questions existentielles. La science, elle est importante parce qu'elle peut satisfaire évidemment une part des curiosités de l'homme, mais elle ne suffit pas pour satisfaire la curiosité humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces questions-là qui dépassent évidemment le cadre scientifique, où le scientifique évidemment il est obligé de se taire pour laisser place à ce qu'on appelle d'autres penseurs, par exemple à la sociologie qui... Le sociologue connaîtra mieux, évidemment, l'humain dans la société. L'historien connaîtra mieux les faits historiques. Le philosophe connaîtra mieux les questions existentielles ou métaphysiques. Par conséquent, donc, qu'est-ce qu'on devrait comprendre? On devrait comprendre, pour qu'il y ait une satisfaction de la curiosité humaine, il ne suffit pas de regarder le monde par, évidemment, les lunettes de la science, de comprendre le monde par les lunettes de la science, mais aussi d'élargir notre vision et de comprendre l'humanité aussi en mettant en avant aussi les autres perspectives, comme par exemple l'histoire, comme la géographie, comme la science, comme la philosophie, comme évidemment les autres connaissances. Donc l'humain, pour comprendre son environnement, il ne doit pas seulement prendre en compte la science. La curiosité de l'homme ne pourra être évidemment satisfaite que si l'homme prend en compte toutes les dimensions évidemment de l'homme qui sont prises en charge par toutes les formes de sciences. On parlerait donc d'une interdisciplinarité qu'il faudrait que les sciences évidemment s'unissent, parce qu'aujourd'hui comprendre un fait scientifique nous pousserait à comprendre un fait social ou bien un fait peut-être moral. Tout est lié. Donc, tout est lié parce que toute révolution scientifique entraîne une révolution, si vous voulez, philosophique, une révolution sociale, parce que s'il y a un changement, évidemment, un changement de la façon dont les hommes vivent maintenant, c'est dû à la technique et à la science. Et ce changement, évidemment, qui a apporté, n'est-ce pas, la façon de vivre les humains, il y aura par conséquent un changement social.
On ne vit pas de la même manière comme avant. Aujourd'hui, nous vivons avec des outils technologiques. Nous vivons avec, évidemment, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui ont construit d'autres types de sociétés, qui ont construit d'autres types de mentalités. C'est pourquoi je vous dis, une révolution scientifique et technique entraîne une révolution sociale. Donc, on ne devrait pas comprendre l'homme en réduisant, évidemment, le regard uniquement du point de vue scientifique, qu'on devrait prendre en compte, évidemment, toutes les autres disciplines. Donc, il faut parler d'interdisciplinarité pour que l'homme puisse satisfaire sa curiosité. Il ne faudra pas non seulement regarder le monde par les lunettes, évidemment, de la connaissance scientifique, mais plutôt par les autres formes de connaissance. Ce n'est que dans ce sens-là que la curiosité humaine sera satisfaite. La dernière question va porter sur le domaine 4, précisément sur l'art. La question est la suivante. L'art est-il une imitation du réel? Voilà, vous posez une question entre l'art et la réalité. L'art et la réalité. Vous demandez si l'art est une imitation de la réalité. Alors, qu'est-ce que d'abord l'art? Qu'est-ce que l'art? C'est une production évidemment humaine qui vise ce qu'on appelle le beau. Voilà, une production humaine dont la finalité est de produire ce qu'on appelle les belles choses. Or, la réalité peut renvoyer à la réalité naturelle, elle peut renvoyer à la réalité sociale, peut renvoyer évidemment aux faits qui existent, Donc, est-ce que l'artiste dans son travail de production, quand il crée, quand il fait des œuvres, est-ce que évidemment il les fait en reproduisant et en reprenant ce qui est déjà là? D'où l'idée de poser la question de savoir, est-ce que l'art est une imitation de la réalité? Quand vous posez cela, parce que qu'est-ce que imiter? Imiter, c'est reproduire ce qui est déjà là. Imiter, c'est ce qu'on appelle le mimésis. C'est quand vous vous basez ou vous fondez sur une réalité qui est là et vous essayez évidemment de la reproduire. Donc quand vous dites, est-ce que l'art n'est pas une imitation de la réalité? Oui. D'une part, l'artiste, quand il produit une œuvre, mais il part des faits qui existent déjà. Parce qu'il faudra comprendre par là, créer c'est quoi? Créer c'est partir de rien, de ce qu'on appelle ex nihilo, de quelque chose qui n'existe pas, pour faire une œuvre qui vient de naître. Or, cette création, dit-on, surtout quand on se base sur cela qu'on appelle les théologiens ou les gens de la religion, ils disent que le pouvoir de création ne revient qu'à Dieu. Car la créature ne peut pas créer. Cela veut dire donc, l'idée de créer ne peut pas être évidemment le propre de l'humain, car l'humain lui-même, il est une créature. Donc, cela veut dire donc que la capacité de créer, la capacité de faire exister des choses qui n'existaient pas, qu'on n'a jamais vues auparavant, cette capacité ou ce pouvoir n'est rien d'autre évidemment qu'un pouvoir qui appartient exclusivement à Dieu. Par conséquent, dans une perspective religieuse, il est hors de question qu'on pense qu'évidemment que l'artiste crée, en ce sens que la création, évidemment, est un pouvoir qui appartient exclusivement à Dieu. Donc, par conséquent, la perspective religieuse conçoit que l'art n'est qu'une imitation. On est aussi dans la perspective de la philosophie. L'art est une imitation. J'ai tendance à le dire parce que l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il part du réel pour reproduire. Si nous prenons dans nos sociétés, nous avons par exemple Mariama Ba dans Une si longue lettre qui, dans son livre, peint et décrit évidemment les tares de la société sénégalaise. Tout ce qu'elle fait, elle ne fait que reproduire évidemment une société qui est déjà là. Donc c'est parce qu'elle a vécu par son expérience, évidemment, elle connaît la société sénégalaise et à travers évidemment cette connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retrace et elle reproduit cette réalité qui est déjà là. Vous prenez même dans la littérature française, on peut parler par exemple des courants comme le réalisme. Le réalisme est un courant évidemment où le romancier ou le poète ou, si vous voulez, l'artiste, il part du réel pour décrire en quelque sorte les conditions évidemment de la société. Donc, le but de l'art d'ailleurs ne serait-il pas de dire la chose telle qu'elle est? Et on dit en quelque sorte quoi? L'œuvre qui est la plus appréciée, c'est l'œuvre là qui reproduit la réalité telle qu'elle est.
Donc on sent qu'évidemment, l'imitation est une bonne chose en ce sens-là. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, j'avais demandé à faire un tableau d'art sur évidemment une personne, celui dont on appréciera le tableau, c'est celui-là qui s'approchera le plus en termes évidemment d'identité, en termes de ressemblance évidemment à la personne évidemment qu'on avait demandé de peindre. Donc cela veut dire quoi? L'art évidemment peut être une imitation si l'artiste évidemment part d'une réalité qui est déjà là pour reproduire cette réalité-là. Si maintenant nous réfléchissons sur cette problématique de l'art et la réalité, on comprendra par là que, en quelque sorte, chez les philosophes comme plus précisément Platon et Aristote, l'art est une imitation. L'art est une imitation. Mais il y a une différence de conception parce que chez Aristote, certes l'art est une imitation, mais Aristote fait l'éloge de l'imitation. Il dit que l'art est une bonne imitation. Pourquoi? Parce qu'il part du fait que, ou du principe que, l'humain est par nature un être, évidemment, qui prend du plaisir à imiter. Car l'imitation, d'ailleurs, devient un moyen par lequel on acquiert la connaissance. Parce que même l'éducation passe par l'imitation. Parce que tout ce que nous avons appris, nous l'avons appris donc par le biais de l'imitation. Qui n'imite pas, n'apprend pas. Qui n'imite pas, ne devient pas humain. Qui n'imite pas, n'acquiert pas la culture. Donc si on veut même dépasser notre statut d'être animal ou bien d'un être évidemment défini par la nature, il nous faudrait imiter, car en imitant, on arrive évidemment à reproduire ou à apprendre ou à acquérir des valeurs qui définissent notre identité. On comprend par là donc que l'imitation devient une bonne chose et que par l'imitation, on acquiert la connaissance et que nous prenons même du plaisir à imiter. Si on n'imitait pas, on n'aurait pas aujourd'hui pu acquérir ce que nous avons eu à acquérir. Nous avons tous eu des professeurs qui nous ont enseigné. C'est en regardant ces profs-là qu'on a aujourd'hui pu aussi enseigner. Hein? Donc c'est en apprenant ou bien en imitant nos parents de la façon dont ils marchent, de la façon dont ils parlent, que nous avons pu parler ou prononcer certains mots. Donc l'imitation en ce sens-là est très importante. Donc l'art est une imitation pour Aristote et elle est une bonne imitation car c'est l'imitation qui permet d'élever l'humain, son statut animal à un statut humain, son statut d'être de nature à un statut d'être de culture, car évidemment par le biais de l'imitation il peut acquérir de la connaissance. Or, si nous sommes dans la perspective de Platon, Platon dit non, l'art est une imitation mais elle est une fausse imitation. Pourquoi l'art est une fausse imitation? Chez Platon, n'oubliez pas évidemment qu'il y a d'abord en premier lieu, Platon conçoit que le monde où nous sommes, qu'on appelle le monde sensible, n'est rien d'autre qu'une imitation du monde intelligible. Il y a donc deux mondes, le monde intelligible et le monde sensible. Le monde intelligible, c'est le monde des idées, le monde des formes, le monde évidemment de la connaissance, le monde de la vérité, et il y a ce qu'on appelle le monde sensible. Et le monde sensible n'est rien d'autre qu'une copie du monde intelligible. Et que les humains que nous sommes, nous vivons donc dans le monde sensible. Et donc, si l'artiste vient pour imiter, il est dans le monde sensible. C'est celui qu'on appelle évidemment l'artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, quand il imite déjà ce qu'on appelle une imitation. Pourquoi? Parce que le monde sensible est déjà une imitation du monde intelligible. Il dit que le monde sensible est déjà un faux monde, ce n'est pas le vrai monde. Pourquoi ce n'est pas le vrai monde? Parce que c'est la reproduction d'une copie et l'original devient ce qu'on appelle le monde des idées. Ce sont des idées qui sont vraies, mais les objets sensibles et les images reflètent évidemment ce qu'on appelle la vérité. Donc, si l'artiste il vit dans la société et qu'il prend par exemple un lit qu'un menuisier a déjà fait, ce qu'on appelle le lit du menuisier. Le lit du menuisier, Platon dit que n'est rien d'autre qu'une imitation de l'idée de lit. Et l'idée de lit, ça veut dire que c'est une idée qui n'existe pas dans le sensible, mais qui existe dans l'intelligible, dans l'esprit, dans l'intellect. C'est l'intellect donc qui comprend cette idée-là, qui l'appréhende, et l'artisan, ce qu'on appelle le menuisier, à travers cette idée, arrive à évidemment la réaliser dans ce qu'on appelle le monde sensible. Quand donc l'artiste vient et regarde évidemment le lit de l'artisan du menuisier, il copie, mais n'oubliez pas, en copiant, il copie déjà une copie qui a été déjà copiée, c'est-à-dire
le lit du menuisier n'est rien d'autre qu'une copie du vrai lit qui est une idée. À partir de là, on comprend donc que l'artiste, en copiant, il copie une copie. C'est pourquoi Platon dit que l'art est une imitation d'une imitation. L'art, donc, est une double imitation, c'est une fausse imitation. Et donc, vous le savez, Platon, dans la République, a critiqué évidemment les artistes, a demandé à ce qu'on chasse les artistes de la cité. Dans ce sens-là, il n'est pas d'accord avec donc, cette idée que l'art est une imitation. Voilà. Il est d'accord avec l'art est une imitation, mais c'est une fausse imitation. Voilà. Donc, il y a le lit du menuisier, il y a le lit de Dieu et il y a le lit de l'artiste. C'est comme ça, il le dit. Voilà. Monsieur Niang, nous avons quelques interpellations de la part de ceux qui nous suivent en direct, des questions émanant d'eux, même si je pense qu'il va falloir que vous adaptiez ces questions ou peut-être les reformuler. La première question qui nous est parvenue est la suivante. Quelle est la différence entre l'art et la philosophie? La question, certainement, c'est une question qui est posée par un scientifique, la différence entre l'art et la philosophie. C'est d'abord leurs objets. Parce que la philosophie, elle est avant tout une réflexion. Or, l'art est une production matérielle. Ça, du point de vue de leur sens. La philosophie, elle est une réflexion théorique consistant évidemment à aller vers la vérité. Le souci donc du philosophe, c'est évidemment d'adapter une réflexion qui est rationnelle, qui est critique, qui est personnelle, mais consistant donc à aller vers la vérité. Pour cette question-là, qui consiste à dire quelle est la différence entre l'artiste ou bien l'art et la philosophie. Donc, l'artiste ou bien l'art et la philosophie, il y a une différence parce que la philosophie est avant tout une pensée théorique, une réflexion rationnelle, critique, consistant évidemment à se soucier du vrai. Donc, l'objet du philosophe, c'est de se soucier de ce qu'on appelle le vrai, la vérité. Philosopher donc, c'est essayer de se démarquer des préjugés, des croyances mal fondées pour aller vers la vérité. Or, quand on définit l'art, on dit que l'art c'est quoi? L'art c'est en quelque sorte, production. Ici, nous sommes dans la création d'œuvres. Nous ne sommes pas dans la réflexion qui serait un peu théorique, mais nous sommes dans la création et dans la production d'œuvres dont la finalité évidemment est de quoi? Et de produire ce qu'on appelle le beau. L'artiste donc, il produit des œuvres dont la finalité est en quelque sorte de produire des belles œuvres. Donc du point de vue de la définition et des objets, si l'artiste en quelque sorte s'occupe du beau, le philosophe, lui, il se préoccupe du vrai. C'est là où la philosophie serait aussi une science, en ce sens qu'évidemment, qu'elle est une réflexion rationnelle, se souciant de la vérité. Là où la philosophie serait une science, entre guillemets, en ce sens qu'elle est une réflexion rationnelle qui cherche la vérité, l'art ne serait pas une science, l'art serait évidemment une production individuelle, une création, dont la finalité, évidemment, est de produire des belles œuvres. Donc, dans ce sens-là, il y a une différence entre, évidemment, la philosophie et l'art. L'artiste, lui, s'occupe du beau. La philosophie s'occupe ici du vrai, si on peut dire, dans ce sens-là. Mais cette différence n'exclut pas le fait que les deux puissent avoir des affinités. Des affinités, pourquoi? Parce que Bergson même l'a dit dans un texte, en disant évidemment que la philosophie, elle n'est pas l'art, mais elle ressemble à l'art en ce sens que le philosophe comme l'artiste sont capables de voir les choses de façon différente par rapport aux autres. Que le philosophe, lui, il a évidemment la capacité d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des opinions, d'aller au-delà des convictions, d'aller au-delà de ce qu'on appelle des obstacles épistémologiques qui empêchent évidemment l'individu d'accéder à la vérité. Mais l'artiste aussi, il est comme ça. L'artiste aussi, c'est quelqu'un, évidemment, qui se préoccupe en quelque sorte de la vérité et du beau. Parce que, attention, j'avais dit tantôt que l'art se préoccupe, le philosophe se préoccupe du vrai, mais l'art aussi peut se préoccuper du vrai, même si la finalité première,
c'est le beau. Mais l'artiste peut s'occuper du vrai, il peut s'occuper même du bien. Parce que l'art aussi, l'art peut avoir un engagement sur le chemin de la vérité ou sur le chemin de la morale, au-delà évidemment de la production esthétique. Donc, on dit par là que les deux peuvent avoir des affinités, en ce sens qu'évidemment, qu'un artiste aussi, il voit mieux les choses que l'homme du commun. Comme le philosophe voit mieux, parce que l'artiste aussi, il remet en question les convictions, il remet en question les apparences, il remet en question tous les obstacles qui peuvent l'empêcher à voir la réalité. Donc le but de l'art d'ailleurs, c'est de dire la réalité telle qu'elle est, et en brûlant tous les obstacles qu'on pourrait appeler évidemment les convictions, les préjugés, les opinions mal fondées, qui pourraient constituer évidemment des obstacles pour l'artiste d'accéder à la réalité. Donc dans ce sens-là, certes, l'art et la philosophie, du point de vue de leur définition, du point de vue de leur objet, du point de vue même de leur démarche, parce que quand on est dans l'art, on utilise des outils. Nous sommes dans la production pratique. Or, quand on est dans la philosophie, nous sommes dans des réflexions théoriques. Donc, il y a une différence de la façon dont les deux, évidemment, se manifestent. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir, évidemment, des affinités entre les deux, en ce sens qu'évidemment, que l'artiste éveille les consciences, le philosophe éveille les consciences. En ce sens que l'artiste décrit la réalité, le philosophe aussi veut dire la vérité. En ce sens qu'évidemment, l'artiste est quelqu'un qui remet en question, ou bien qui met de côté les préjugés et les convictions qui empêchent l'individu de voir le réel. Le philosophe aussi a la même attitude. Donc dans ce sens-là, on peut voir certes une différence, mais aussi on peut voir des affinités. Oui. Bon, la question sur Platon, je n'ai pas bien compris. Je pense que voilà. Merci beaucoup. Ça a été pour moi une occasion vraiment de revenir sur des points qui sont importants pour les candidats. Et j'espère que ce qu'on a eu à partager ici sera bénéfique pour les candidats que vous êtes. Et nous vous souhaitons bonne chance vraiment pour la suite. Et seulement terminer par quelques conseils. Voilà, quand on part au bac, on nous évalue évidemment à la fin de l'année. Ce n'est rien d'autre qu'une évaluation. Évidemment, on vous a donné un programme, on vous a donné des cours, on vous avait fait des évaluations. Reprenez un peu, essayez de voir un peu la méthodologie, là où ça ne va pas, et retravailler ça. Ce n'est pas la fin du monde, certes c'est un examen très important, mais aussi où voilà, il faudra avoir confiance en soi, ne pas avoir peur, car la peur est l'ennemi de l'humain. Donc vous pouvez évidemment aller plus loin, vous pouvez en quelque sorte voilà, réussir et je pense qu'évidemment que vous allez réussir, j'ai confiance en vous. Faites attention, quand on vous donne un sujet, lisez-le vraiment clairement, sans pour autant se précipiter. Faites le travail préalable, prenez le temps de voir un peu les pièges, parce qu'aussi, on évalue aussi votre intelligence. Hein? Donc, nous souhaitons bonne chance à tout le monde et nous remercions, en fin de compte, évidemment, l'agence Elite Agency qui a vraiment permis cette rencontre-là. Et nous remercions tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Et nous vous disons évidemment bonne fin de journée, Juma Mubarak. Voilà, je vais laisser peut-être la parole aux élèves pour leur dernier mot de remerciement. Merci beaucoup. Une agence composée essentiellement de jeunes très compétents dans leur domaine et qui sont vraiment au service aussi au chevet de la population de Vélingara. Ils ont pris l'initiative d'organiser aujourd'hui ce cadre d'échange-là pour permettre un espace d'échange et d'accompagnement pour nous les candidats. Il l'avait aussi fait au lycée avec une synthèse en histoire et géographie avec le professeur M. Meng. Donc nous vous remercions vous aussi M. Nian. Nous avons vu votre posture tout au long de ces séances de synthèse et de révision, en commençant par celle qui a été organisée au CM2 jusqu'ici et aussi à travers vos différentes interventions par-ci et par-là pour véritablement accompagner les candidats que nous sommes. Donc merci à tous et j'en profite pour souhaiter par anticipation bonne chance à tous mes camarades candidats. Voilà, et que Dieu soit avec nous pour cette épreuve-là. Merci à tous.